Bienvenue dans Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Un espace de discussion interactif sur l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias. Je suis Fadila Brahimi, votre hôte et modératrice. Ici, experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions pour décrypter les mutations du numérique et du pouvoir. Nous sommes en direct sur X-Space et cette discussion est enregistrée. Vous retrouverez les replays et les ressources associées sur mon profil et sur toutes les plateformes de podcast. Quelques règles pour un débat constructif. Écoutez avant de répondre. Ici, on cherche à comprendre, pas à couper. Argumentez avec des faits et des sources solides. Soyez percutants et synthétiques. L'essentiel en quelques phrases et pas de tunnel. Gardons un espace respectueux, pas de discours haineux ou discriminatoires. Ce débat est le vôtre. Commentez, réagissez avec des emojis et demandez la parole pour intervenir. Allez, on ouvre la scène. À vous la parole. Alors, bonsoir et bienvenue dans ce numéro, c'est le 56e de la saison 5 de Fadi Live. Ce soir, on va parler d'un truc simple, un truc que tout le monde vit sans toujours le nommer. D'ailleurs, tu te connectes, tu consultes ton compte de la Sécu, ton espace impôt, ton profil Pôle emploi, ou même juste ton appli de transport. Et à chaque fois, tu t'identifies. Mais au fond, qu'est-ce que tu identifies? Et surtout, qui t'identifie? Il y a ce qu'on voit, le nom, le numéro, le mot de passe, le QR code, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, les bases de données, des fichiers qui sont partagés, des profils aussi qui sont construits à ton insu, et puis il y a aussi ce que les IA en déduisent. Donc, et d'ailleurs, avant on disait Google sait qui tu es, aujourd'hui on va pouvoir dire aussi que ce sont peut-être les IA qui vont supposer, modéliser, fabriquer qui tu es. Et donc en plus des fichiers, il y a des fichiers, on va dire, qui se constituent. Il y a aussi des fichiers qui circulent entre États, plateformes, services publics, des bases d'entraînement. Et ton identité devient en fait une matière première. Et ce soir, on va se poser la question de savoir est-ce que ton identité t'appartient toujours? Est-ce que tu es libre de choisir et comment tu apparais dans les systèmes? Ton comportement, même ta voix, puisque nous sommes maintenant un social aussi audio. On parle du wallet européen également, des portefeuilles d'identité, du fichage qui va être un petit peu invisible. On va essayer de décrypter ce soir tout cela avec notamment maître Caroline Zorn. Bonsoir Caroline. Bonsoir Fadila, bonsoir tout le monde. Alors Caroline est élue à Strasbourg, avocate en droit du numérique et porte-parole du Parti Pirate. Et donc avec son équipe à Strasbourg, elle a pu en fait signer, on va dire quelque part, la première déclaration municipale pour le droit à l'intégrité numérique. On reviendra un petit peu sur cette histoire. Et puis aussi à ses côtés, Alexis Roussel. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Donc qui est CEO de Nine Project, on dit plutôt. Ancien député suisse également du parti Pirate, mais surtout auteur aussi de notre si précieuse intégrité numérique, et donc un livre d'ailleurs que je vous ai épinglé. Vous allez voir que je vous ai épinglé des informations concernant justement les invités, et ce qui vous permettra d'aller un peu plus loin après ce live. Alors en tout cas, tous les deux militent pour une souveraineté individuelle. Et ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de comprendre en fait ce que c'est, d'explorer ce qui régit un peu notre identité, et surtout en fait, on va beaucoup parler de l'intégrité numérique. On va aussi essayer de comprendre en fait quelle est aussi cette différence et comment on peut agir. Dire grosso modo les trois grandes questions. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, les amis, c'est je vais vous poser en fait une question un petit peu pied dans le plat, en lien avec l'actu d'ailleurs. Parce que vous avez vu, en ce moment, on se pose des questions sur le preuve d'âge pour accéder sur un site internet, par exemple un site X, mais on nous demande jamais en fait notre consentement pour être fiché, par exemple, dans des bases d'entraînement IA ou d'être exposé dans des portails publics. Et donc, je vous pose quelque part la première question un peu pied dans le plat, c'est finalement, est-ce que notre identité numérique, c'est encore une liberté ou une obligation invisible ? Je vais passer la parole à maître Caroline Zorn, parce que je sais qu'elle est en forme ce soir.
Et qu'elle a Ah, enchaîné beaucoup de réunions. alors, absolument pas. Et en plus, tu m'appelles maître, donc c'est une espèce d'injonction comme ça à répondre à un truc intelligent. C'est vraiment moche ce que tu fais. Euh, je crois pas qu'il y ait une liberté à avoir une identité. La liberté, elle réside dans la capacité à avoir celle qu'on choisit et à en avoir plusieurs. Donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une question d'actualité qui se pose sur le contrôle d'âge pour l'accès aux sites pornographiques. Au Parti Pirate, on a fait plusieurs, en fait, plusieurs conférences et tables rondes qui sont d'ailleurs accessibles sur la chaîne YouTube du Parti Pirate et une qui était exactement là-dessus. C'était il y a 2 ans. On avait invité Marc Rez de l'Informé, on avait invité un professeur de droit pénal, on avait une productrice aussi de films indépendants. On avait vraiment des gens chouettes et on avait abordé cette question du contrôle d'âge pour l'accès aux sites pornographiques et on avait effectivement dérivé dans des discussions très intéressantes sur cette liberté de gérer ses identités. Et également voilà, dans le cadre privé. Enfin, tout bêtement, la question des pseudonymes, la question des alias, la question des noms d'emprunt. C'est quelque chose que dans la littérature on connaît depuis très longtemps. Et le changement d'identité est souvent synonyme de protection. Donc voilà, on est aussi aliéné que libre par l'identité. Aussi bien aliéné que libre. Merci. Donc on est dans le en même temps là. Je te taquine. Alexis? Ouais, ma réflexion sur le sujet, c'est que d'abord, l'identité, la première chose de l'identité, on la choisit pas parce que ça va être nos parents qui vont nous donner un nom. Et puis, on est forcément lié à une famille, à une tribu, à une ethnie. On a comme ça, de naissance, une identité qui nous est imposée. Euh, mais après, on se l'approprie cette identité. On se l'approprie. On accepte effectivement d'abord son nom généralement on le change pas, mais c'est vrai que souvent on va avoir des surnoms. Les artistes vont avoir un nom de scène et ça a été même codifié. Hein, le fait d'avoir un nom de scène, c'est quelque chose qui peut apparaître dans des pièces d'identité. Et l'identité, c'est finalement un outil social qui permet d'individualiser les gens et de s'assurer que dans l'espace dans lequel ils sont, que ce soit au début la tribu, puis ensuite le village, puis ensuite un pays tout entier, qu'on puisse être actif finalement et que on puisse voilà, s'engager envers les autres. Mais l'élément important dans l'identité, c'est finalement le contrôle que la personne a sur son identité. Sachant qu'au début, il l'a pas, mais il doit l'acquérir, ce contrôle-là. Et, ce contrôle, il est très fort enfin, jusqu'à présent, il était très fort parce qu'effectivement, si ton identité n'était plus, pouvait avoir plusieurs identités, ça te permet de pouvoir avoir une identité de scène, une identité dans tes soirées un peu spéciales, ton identité avec ta famille, ton identité de professionnel, qui étaient des identités différentes. Et puis, si jamais vraiment ça allait pas, tu pouvais aller partir et puis tu pouvais aller dans un autre pays et refaire ton identité. Aujourd'hui, et par là, et à côté de ça, à un moment donné, quand les États se sont structurés, la révolution industrielle est venue, il y a eu un besoin de plus en plus fort d'assurer une identité institutionnelle qui au début était réglée par l'Église, mais qui ensuite a été réglée par l'État. Et il y a eu ce passage de témoin d'ailleurs. Et là, dans une logique bureaucratique, en fait, l'identité, elle doit être unique. Et Alors, la pièce d'identité, c'est celle qui vient ouais, vraiment. alors justement, j'en arrive là. Ça. Ouais, ma question, elle était vraiment sur cette notion, est-ce qu'on est dans une forme de liberté ou d'obligation, mais on va arriver justement à cette Alors, notion un ouais. peu de vocabulaire. Ma question, elle portait là-dessus, un petit peu pied dans le plat, de savoir si tu positionné sur la notion aujourd'hui de liberté ou de quelque part d'obligation, à dire en termes Non, d'identité et numérique. l'important, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a une tension parce que les États aujourd'hui veulent imposer une identité électronique, enfin, qui est forcément électronique
une unicité entre le lien entre l'identité et la personne par des moyens techniques. Et ils veulent que ce soit en fait visible partout, alors qu'en fait on a construit notre société sur justement le contrôle qui était du côté de l'individu, qui lui pouvait modifier et jouer avec son identité quand il en avait besoin. Et c'est un élément de l'autonomie individuelle, de pouvoir transformer son identité quand on en a besoin. Comme disait Caroline, c'est un élément de notre sécurité. Ouais. J'en profite très rapidement pour saluer Enikao. Bonsoir Enikao. Je vais juste te demander de patienter quelques instants parce que je vais donner quelques éléments et je voudrais aussi qu'on vienne justement un peu sur le vocabulaire et évidemment après tu seras voilà, on se connaît depuis tellement d'années. Voilà, je te remercie beaucoup. Je rappelle juste qu'on est en multicast, donc je vois d'ailleurs une personne qui nous écoute sur Cornichat, donc n'hésitez pas en fait à poser des questions par écrit. Puis si tout à l'heure vous voulez intervenir, c'est avec grand plaisir. J'ai épinglé aussi un sondage, si vous voulez bien y participer, parce que ça va introduire justement mon autre question. Et c'est bien sur le sujet, on reviendra aussi durant de ce live. J'ai posé la question, est-ce que tu as encore le contrôle sur ton identité numérique? Il y avait donc 4 réponses possibles. Je l'ai jamais eu, un peu, plus du tout, je m'en fous. 56,5%, un peu. Ce qu'on voit en fait, c'est que finalement, après, ça se répartit entre le jamais eu et plus du tout. On a 8,7% pour le moment qui disent je m'en fous. Alors justement, peut-être, alors dans la question, c'est vrai, du débat, j'ai posé la question de l'identité numérique. Mais en fait, je veux vous amener à la notion d'intégrité numérique, qui est pas forcément facile à comprendre. Et justement, grâce à Caroline Zorn et Alexis Roussel, on va essayer de comprendre ce que c'est. Grosso modo, on l'a tout à l'heure un petit peu dit, hein, vous avez tous une identité, normalement, je dirais physique, et différente en fonction des sphères où vous évoluez. Vous aviez aussi votre identité papier, on va dire, avec permis de conduire, carte d'identité ou passeport, etc., et carte de sécurité sociale. Et vous voyez que l'ensemble, petit à petit, se sont donc numérisés. Et peut-être que vous n'avez pas encore tous, je dirais, vos documents, on va dire, avec cette version, on va dire, dite numérisée, mais on y arrive. Et on a d'autres éléments de l'identité numérique, celles qui apparaissent, votre nom, votre pseudo, ce que vous appelez, on va dire même des données qui sont liées à votre mot de passe, mais en fait, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont pas forcément visibles, on va dire, c'est la partie invisible quelque part de l'iceberg. Est-ce que c'est une bonne façon quelque part d'introduire la notion d'intégrité numérique? Je vais dire pas encore. Pas encore, dans le sens où l'identité, c'est vraiment effectivement ce qui nous rend, ce sont des éléments qu'on met ensemble, et en fait à partir de certains nombres d'éléments, on arrive à identifier une personne de façon unique. Et ces éléments-là, jusqu'à présent, on se reposait sur le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, une vague photo et puis la taille, et ça suffisait comme élément. Mais c'est vrai qu'avec les moyens informatiques, on a de plus en plus d'éléments qui sont disponibles, et ça permet d'affiner, et ça permet effectivement, même sans avoir les éléments principaux, en ayant en fait finalement que des métadonnées, que des données secondaires, on peut en fait finalement retrouver, identifier une personne et associer ça à une identité. L'intégrité numérique, c'est autre chose. Là, on parle, il faut vraiment voir, il faut vraiment le comparer à l'intégrité physique. Quand tu vas parler d'identité et d'intégrité physique, ça va être la même chose. L'intégrité physique, c'est par rapport à ton corps, à ton toi, en fait, ce que tu es toi comme personne. Évidemment, ça a des liens avec ton identité, mais c'est surtout ta capacité à rester en contrôle de ton corps et de ton esprit, en fait, finalement aussi, parce que tu as l'intégrité physique et l'intégrité mentale. Et quand tu es en contrôle de ton corps, finalement, tu restes autonome aussi dans tes décisions, dans tes choix que tu vas faire. Donc, on s'est rendu compte dans les démocraties modernes, ou en tout cas dans les démocraties éclairées, que
il fallait garantir à la personne que son intégrité physique et mentale soit respectée pour lui permettre, en fait avoir sa liberté de conscience, sa liberté de choix et de pouvoir voter de manière en toute conscience, avec son âme et sa conscience. Et en fait, aujourd'hui, l'intégrité numérique vient étendre cela en disant, mais en fait, toucher aux données de la personne, c'est quelque chose qui a autant d'impact que de toucher au corps ou à l'esprit de la personne. Et avec ça, en fait, on peut, si on touche de manière malicieuse ou même sans faire exprès, en fait, ces données d'une manière, voilà, sans y réfléchir, on peut influer sur la capacité de la personne à prendre des décisions. Et donc, dans une démocratie numérique qui se respecte, l'intégrité numérique doit être protégée au même titre que l'intégrité physique. Voilà. Donc c'est ça l'intégrité physique. Tu verras l'intégrité numérique. Tu verras que dans le code pénal, il y a 2 grands chapitres. Il y a des atteintes à l'intégrité physique, des atteintes à l'intégrité morale, mentale. Et on peut très bien imaginer un nouveau chapitre qui émergerait bientôt, des atteintes à l'intégrité numérique, et avec des crimes spécifiques à cela. Donc en fait, l'idée c'est que l'identité numérique, vous savez tous à peu près ce que c'est, ça génère en fait un certain nombre de données. Et ce qui s'ajoute à l'identité numérique, c'est toutes les traces qu'on laisse, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, l'intégrité numérique, ça serait en fait de mettre en place un certain nombre de moyens pour que l'individu puisse finalement avoir non seulement droit à sa vie privée, mais quelque part d'avoir une protection quelque part de ces données, d'avoir la possibilité d'agir. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois qui sont en place par rapport à tout cela, Caroline Zorn, ou est-ce qu'on est encore dans des balbutiements? Alors, il y a un élément qui est important, c'est la chronologie. C'est-à-dire si tu prends le cycle de vie de tes données qui t'identifient. Le principe du RGPD comme le principe du droit à l'intégrité numérique est de minimiser les données qui sont collectées. C'est-à-dire que on ne doit que on ne doit traiter que les données qui sont strictement nécessaires à la finalité qui est recherchée. Donc on n'est pas censé collecter beaucoup de données. Et on n'est pas censé non plus dire bon, vous êtes OK pour que je collecte toutes ces données, de toute manière, sinon vous n'accédez pas à ce site internet, ce qui n'est pas un véritable consentement. Mais bon, donc ça, RGPD et droit à l'intégrité numérique, ça se vaut. En revanche, il n'y a aucun texte aujourd'hui qui prévoit que les citoyens puissent accéder, par exemple, aux services publics en dehors des canaux numériques qui leur sont proposés. Je m'explique, et je vais en venir à la résolution de Strasbourg. En France, on a à peu près 20% aujourd'hui de personnes qui sont en fracture. Alors la fracture numérique, on la connaît, c'était une expression que Chirac avait sortie et ça date pas d'hier, et donc on sait ce que c'est que cette fracture, mais qui sont pas en maîtrise du numérique ou qui n'ont pas les outils nécessaires, parce que on a vu encore aujourd'hui que par exemple, tout le parc informatique de la police est désormais obsolète grâce à Microsoft et sa dernière version de Windows. Donc, on n'a pas toujours le bon matériel pour accéder aux services, ou en tout cas, des services nous sont proposés qui ne correspondent pas à la majorité du matériel dont disposent les gens. On peut aussi avoir des questions de langue. Un public allophone va pas réussir alors, on a des progrès quand même qui sont faits avec multiples applications de traduction, mais quand vous cumulez, quand vous parlez pas bien français, que vous n'avez pas le bon matériel, que vous êtes tout simplement, vous savez pas comment fonctionne le système français, comment accéder aux services publics basiques? On cumule en fait, c'est l'intersection de toutes les discriminations possibles. Mais sans aller dans les situations les plus catastrophiques, on a 20% des Français qui sont pas à l'aise avec le numérique au point de ne pas réussir à l'utiliser pour accéder à leurs droits, pour demander leur pension de retraite, pour demander des remboursements de sécurité sociale. Il y a des tas de choses à côté desquelles les gens passent. Et donc, le droit à l'intégrité numérique, c'est de dire aussi, je souhaite accéder à ces services publics en dehors de la sphère numérique.
mon avatar, mon double numérique, la collecte de toutes les données sur moi qui font que j'ai comme un espèce de double sur les réseaux que je ne maîtrise plus, ben je refuse d'être obligé de l'utiliser pour accéder aux services publics, pour des raisons qui m'appartiennent. Et c'est dans ce sens que j'ai fait voter, d'ailleurs, on va le dire, hein, au conseil municipal de Strasbourg, une résolution qui a été votée à l'unanimité. Je vous garantis que c'est rare, parce qu'il y a cette les élus, ils voient bien quoi, que on a passé des années à faire de la dématérialisation à tout crin, et aujourd'hui on est dans une situation où il faut pouvoir un double canal, donc des solutions informatiques qui soient bien goupillées, qui soient respectueuses, et là encore, ça relève du droit à l'intégrité numérique. On se fonde sur des solutions libres et ouvertes, auditables. On se fonde sur les principes de minimisation du recueil des données, du respect du traitement, mais ça existe déjà par le RGPD. Mais en plus, on va aussi avoir ce droit, comme l'a expliqué Alexis, comme l'intégrité de son corps. On a l'intégrité en fait de tout ce qui représente notre personne dans les réseaux, dans les systèmes d'information, etc. Est-ce que ça va aussi jusqu'à dire aussi que je veux savoir aussi qu'est-ce qui finalement est collecté, qu'est-ce qui est conservé? Est-ce que ça va dans le prolongement aussi? C'est le droit à l'information, et on l'a déjà. Le règlement général sur la protection des données prévoit qu'on a le droit déjà à la portabilité, le droit un droit d'audit, mais ce n'est pas c'est quelque part c'est un droit à l'information sur des traitements dans lesquels tu t'es retrouvé alors que franchement tu aurais préféré ne pas y être. Alors que le droit à l'intégrité numérique, c'est en amont, c'est vraiment au départ du raisonnement. C'est quand tu prends le cycle de vie des données, le RGPD il se situe déjà très loin en réalité. Et alors que là, c'est vraiment une manière de voir les choses. C'est dès la conception. Alors, le RGPD aussi est censé être dès la conception, hein. Enfin, on voit bien ce que ça donne. C'est vraiment le droit à l'intégrité numérique se repose sur ces qualités humaines que l'on doit protéger, même à l'ère numérique. Si, j'ai donné un angle de vue aussi qui a été fait en Suisse, qui est très intéressant dans les débats, parce que moi j'ai amené le débat du droit à l'intégrité numérique en Suisse, et après ça a été pris en fait par différentes personnes, et puis oui, alors dans des parlements. pardon Alexis, il faut absolument que je te coupe à ce niveau-là de la conversation pour dire que la résolution du conseil municipal de Strasbourg, je l'ai proposée parce que j'ai lu ton livre, qu'on a beaucoup échangé et que je me suis intéressée à tes travaux. Tu es le pionnier de l'intégrité numérique. C'est gentil. Merci. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que il commence à y avoir un débat en Suisse sur le sujet. Au début, ça a été accepté. Les premiers textes qui ont été acceptés sans débat, avec des scores staliniens un peu. Donc, on a eu à Genève 94% de oui sur un sujet comme celui-là. C'est du jamais vu en fait en Suisse sur des sujets numériques. Et au fur et à mesure que le sujet apparaît en Suisse, ce qui est ressorti, c'est une application très concrète du droit à l'intégrité numérique. C'est ce que disait Caroline avec ce droit à la vie hors ligne. Mais la manière dont ça a été approché dans le débat populaire, ça a été sous l'angle de la contrainte numérique. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, je dois pas être contraint par mon État à une communication purement numérique dont je ne maîtrise pas les conséquences. Dont je maîtrise pas les conséquences tout simplement sur l'appareil que je vais utiliser, sur le protocole que je vais utiliser, sur l'interface que je vais utiliser, et ainsi de suite. Et donc, si je maîtrise pas ça, je dois avoir une alternative qui est l'alternative d'aller parler à la personne. Et c'est vraiment donc c'est pour renverser finalement le pouvoir de contrainte de l'État d'imposer, et certains États veulent imposer du tout numérique. Alors c'est du digital first, c'est du digital only, des services comme ça, tout numérique pour des questions d'efficacité. Et en fait, l'intégrité numérique vient dire non, le choix il n'est pas dans vos mains à vous, il est dans les mains des gens, des citoyens, qui eux vont pouvoir choisir s'ils sont confortables avec
un droit avec une communication, une transaction électronique ou physique. Et c'est cet angle-là du droit à la vie hors ligne, ça a été transformé le droit à la vie hors ligne, qui est un sous-élément de l'intégrité numérique, qui fait un carton en Suisse actuellement, parce que beaucoup de gens se sentent contraints. Et c'est intéressant. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que on a eu une alliance complètement folle qui s'est passée, parce que dans le numérique, il va y avoir les gens qui sont dans l'establishment, qui veulent du numérique pour l'efficacité de l'administration. Okay, eux, ils sont à fond pour toutes ces solutions. Ils font du technosolutionnisme. Et d'un côté, il y a les gens qui sont dépassés par les événements, donc qui vont généralement, et c'est une grosse partie de la population plutôt âgée, qui vont aller dans les votes conservateurs, qui vont aller chercher du rejet en disant mais moi je veux pas cette technologie-là qu'on m'impose. Et puis il y a aussi les milieux hyper technologistes. Alors là où je m'identifie moi, où moi je veux bien avoir ma vie entièrement dans le numérique, mais sous mes conditions à moi, avec les protocoles que je veux. On va pas m'imposer un protocole que je veux pas. Je veux pas des bases de données là où je veux pas. Voilà. Et en fait, il y a eu en Suisse des alliances de circonstances dans les votes et dans les débats entre les hyper technologistes et les anti-technologistes qui se retrouvent dans cette notion de contrainte numérique et qui disent, en fait, non, on doit protéger l'intégrité numérique pour résister à la contrainte numérique des États. Et c'est une vraie démocratie. C'est ça, la démocratie. C'est quand le rapport de force, il est en faveur de l'individu. Je vois que Nikao a rebasculé en auditeur. J'essaye de te réinviter. S'il y a des personnes qui veulent maintenant poser des questions pour essayer de comprendre justement de quoi il s'agit, n'hésitez pas. Vous pouvez parfaitement demander la parole. Vous êtes les bienvenus parce que justement, moi je vais rester un petit peu sur cette notion d'essayer de comprendre l'identité numérique. Ah, je vois qu'Nikao est de retour. Bonsoir. Salut les petits clous. Oui, une expression jeune. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter vite fait parce que ce sera un peu drôle. Toi, Fidélia, qui me connais, tu sais que j'ai au moins 2 nationalités, au moins 3 métiers et au moins plusieurs identités numériques. C'est-à-dire que j'utilise le pseudonyme, celui-ci en est un, parmi d'autres. J'utilise aussi parfois mon vrai nom. Et c'était intéressant que le débat commence sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'identifiant, ce qui est la chose qui permet de valider que vous êtes bien une personne habilitée, par exemple pour consulter un site pour adultes, permet de faire une blague à l'avocate qui est parmi nous en disant que pour moi c'était peut-être la seule occasion de me faire mettre. Ou je précise que c'est une personne qui a énormément d'humour. D'humour bizarre et décalé. Oui, voilà. Oh là, ça va. Hein. Ça s'entendait un peu, non? J'ai ri. J'avoue, j'ai ri. La question de l'identifiant qui permet de valider que vous êtes une personne habilitée, et effectivement, ça peut être un nombre limité d'éléments de l'identité, comme par exemple l'âge, tout simplement. Et l'identité qui est très différente. En fait, Fadila, je pense que tu vas te dire, mais oui, c'est peut-être ça. Le truc de l'Internet comme lieu et espace de non-dit et de non-loi où il n'y a que des anonymes, c'est faux. Si jamais il y a une requête contre moi, je suis identifiable. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que je m'identifie. Et donc, il y aura peut-être, avec cet acte-là, le début de finalement, il faut que tout le monde s'identifie tout le temps, partout. Le fameux bouton Connect dont tu parlais, Fadila, le bouton Facebook Connect, Google Connect, Apple Connect, mais ça, c'est une machine à fournir de la donnée par un identifiant qui nous semble facile. Est-ce que c'est notre identité? Pour parler aussi technologie, un exemple, moi je travaille dans plusieurs endroits. Ceux qui sont plus technophiles parmi nous se rappellent éventuellement si vous avez déjà essayé d'utiliser 2 boîtes mail pour utiliser les outils Microsoft, SharePoint, etc. C'est un enfer. Tout le monde s'amuse à vouloir nous réduire à une identité unique, valable partout, et à laquelle tout le monde pourrait nous raccrocher et valider tout ce qu'on a sur nous en permanence. Je vais en finir là. Il n'y a pas très longtemps, Darmanin a expliqué que si on mettait fin au cash, on mettrait fin au trafic. C'est encore le même discours sécuritaire à la con qu'on entend depuis 20 ans, sur le fait qu'il faut que tout le monde soit identifiable tout le temps, partout, par tous les utilisateurs qui en ont un usage légitime, que ce soit l'État ou les entreprises. Non, on a besoin de pouvoir être identifiable, mais pas d'avoir notre identité. J'en ai fini.
Merci à toi parce que tu as apporté plusieurs notions et je pense que ça intéresse pas mal d'auditeurs là. Mais quand on parle de Euh, pornographie, il faut amener sa lotion, Ouais, c'est ouais. bien connu. Alors, non, c'est bien. c'est très intéressant et je pense que l'erreur qui est faite, en fait, il faut faire très attention avec l'identifiable parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce que j'essaie d'expliquer au début, on a tellement de points de points de collecte de données, ils sont tellement importants. Comme je disais, pour une pièce d'identité classique, il suffit de 5 points pour identifier une personne de façon assez unique. On les connaît, c'est ceux qui sont marqués sur la pièce d'identité. Sauf qu'aujourd'hui, on a des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de points par jour que l'on transfère constamment à travers les métadonnées à Google, aux États et ainsi de suite. Et donc oui, aujourd'hui, on est identifiable. Mais comme on est identifiable, même sans identité, en fait, ça va être abusé et c'est abusé aujourd'hui. Alors c'est le capitalisme de surveillance qui a été décrit là-dessus parce que justement, comme on peut identifier les gens, on va essayer de les influencer sans forcément connaître leur vraie identité, mais juste parce qu'on connaît leur place et comment on va pouvoir les influencer, leur vendre quelque chose, changer leur opinion et ainsi de suite. C'est Cambridge Analytica. Cambridge Analytica qui est l'exemple phare dans ce domaine-là. Et donc, dès qu'on parle d'intégrité numérique, on va aussi réfléchir à un autre sous-droit qui a été exprimé en Suisse aussi, qui est le droit de ne pas être surveillé, mesuré, analysé. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire au maximum le nombre de données qui sont disponibles et en fait d'avoir un espace où les gens ne sont pas identifiables. Le problème, c'est que techniquement, c'est très difficile à faire. Hein. Techniquement, dès qu'on est sur Internet, Internet est une grosse machine à copier avec des logs partout et elle va commencer, elle va tout copier. Toutes ces traces, elles sont là. Donc en fait, le fait de vouloir en fait réduire cette empreinte, c'est quelque chose qu'on doit fabriquer dans le temps. Et aujourd'hui, c'est la grande peur des États. Les États ne veulent pas permettre aux gens d'aller sur Internet de façon anonyme. Donc, en fait, ils vont tout faire contre l'anonymat. En Suisse, il y a une guerre qui a été déclarée par les administrations fédérales, pas par le gouvernement fédéral, c'est intéressant, mais par les administrations fédérales contre l'anonymat. En termes financiers, en termes des communications, sur les réseaux sociaux. On veut aussi que l'histoire des sites porno, ça va venir aussi. Voilà. Et cette guerre-là, elle est mise en place par un petit bout de gens. Hein. C'est pas une grande quantité de gens parce que c'est vraiment les gens qui sont dans les administrations fédérales. C'est assez intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est le droit à l'anonymat comme outil en fait, comme outil démocratique pour mettre en place le respect de l'intégrité numérique va être le débat clé entre les démocraties réellement numériques et les démocraties qui se croient encore démocratiques, mais qui en réalité dans les espaces numériques sont des dictatures ou des États autoritaires comme ils le sont aujourd'hui clairement. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune démocratie numérique qui existe. Même en Suisse, on a de l'arbitraire, on a de la surveillance de masse, on a de la manipulation, on a des choses comme ça qui se font. Et la guerre contre l'anonymat, c'est la clé de ça. J'aimerais bien Et juste Nika, ouais, vas-y. rapidement sur ce que Nikao disait, la question de l'anonymat qui n'existe pas. Je suis tellement d'accord. On avait écrit une tribune, rien ne sert d'interdire l'anonymat en ligne, il n'existe pas, avec Pierre Bessac et Claire Balvin. Et c'était en réaction à ce que le député Renaissance Paul Midi avait plaidé. Lui, il plaidait pour l'enregistrement obligatoire des utilisateurs des réseaux sociaux pour faciliter leur identification par la justice. Mais c'était vraiment, je n'ai jamais compris à quel point il était sincère dans cette démarche. J'aimerais lui demander un jour, parce que on le sait bien que la justice n'a pas besoin de ça pour repérer quelqu'un.
Et d'ailleurs, quelques jours après la sortie de... Non, c'est quelques jours avant la tribune, on avait une superbe décision du tribunal judiciaire de Paris qui avait ordonné à Twitter, à X, de fournir les identifiants d'une personne qui était accusée de diffamation et de harcèlement envers un membre d'un cabinet ministériel. Et donc, il y avait pas de difficulté, hein. Et même un utilisateur de VPN qui avait menacé un député avait été identifié, avait été condamné à 4 mois de prison à peu près à la même période. Donc, la réalité, c'est que là où on met des moyens, il n'y a pas de difficulté. Donc, l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit le pseudonymat pour préserver les libertés individuelles. On en parle peu, mais c'est inscrit dans la loi. Donc c'est une garantie. En revanche, la loi exige aussi que les opérateurs soient en mesure de fournir l'identité et les protocoles utilisés par les clients. Donc cette loi, elle présentait un équilibre qui n'était pas délirant, quoi. Et on a perdu tout sens commun, puisque depuis quelques années, quelques mois même, ça s'accélère maintenant. Il y a des demandes politiques d'anonymat, alors que l'anonymat n'existe pas. Et ce qui n'existe pas non plus, ce sont des moyens d'enquête, en particulier sur la cybercriminalité qui concerne les enfants, des moyens d'enquête qui soient consistants. Donc quand vous voyez que la plateforme Pharos, plateforme nationale de signalement des contenus illicites, elle traite environ 20 000 signalements par mois. Il y a une quarantaine d'enquêteurs. Comment est-ce que vous voulez faire un travail efficace? Et donc, accessoirement, sur les centaines de milliers d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, il y en a que très peu, la grande majorité, pardon, sont des victimes dans leur propre foyer. Voilà. Et on va pas mettre un policier dans chaque appartement. Donc on voit bien que la question de la levée de l'anonymat, c'est un serpent de mer et ça devient ridicule en plus parce que c'est complètement décorrélé de la réalité des causes des violences, notamment que subissent les enfants. Je parle des enfants puisque c'est l'étendard pour lutter, Bien sûr, pour avoir le contrôle d'âge en ligne sur les sites tout pornographiques, à c'est on fait. protège les enfants. Voilà, je trouve que là, Ouais, je crois que c'est drôle ce débat parce qu'effectivement l'anonymat n'existe pas, mais il est combattu violemment par les autres, par l'establishment aujourd'hui, et en même temps pour les milieux qui pensent qui réfléchissent à la démocratie numérique, c'est l'élément qu'il faut mettre en place, qu'il faut construire. Ça se construit sur un réseau transparent, mais voilà. Je trouve que c'est assez intéressant de montrer le décalage entre ce que moi j'appelle l'ancien régime, qui est aujourd'hui en train de mourir, parce que les institutions telles qu'elles sont maintenant sont pas adaptées à cela, et on va devoir inventer des institutions qui vont fonctionner avec un anonymat numérique pour avoir une vraie citoyenneté numérique et une vraie démocratie numérique. Alors, je rappelle, Pardon. juste un instant, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, que nous sommes donc en train de parler de notre identité numérique et au-delà de ça aussi de l'intégrité numérique, avec Caroline Zorn, qui est avocate en droit numérique élue à Strasbourg, parole du Parti Pirate, et surtout, en fait, élue à Strasbourg, qui est la première ville à avoir adopté la déclaration pour le droit à l'intégrité numérique, ainsi que Alexis Roussel, qui est CEO de Nine Project et pionnier aussi d'ailleurs des crypto-monnaies, et auteur du livre Notre si précieuse intégrité numérique. Et Nikao, tu voulais, j'imagine, réagir par rapport aux Deux petits réponses. compléments. Pour aller dans le sens de ce que dit Alexis, est sorti tout récemment les algorithmes contre la société de Hubert Guillot, que les plus jeunes d'entre nous se rappelleront avoir tenu Internet Actu, et qui raconte effectivement comment les algorithmes sont utilisés par le pouvoir, les gouvernements au sens large, dans des services publics qui sont en partie dégradés ou qui deviennent de plus en plus difficiles à accéder pour certains publics. Le chieur qui est en moi se rappelle d'une époque un peu étrange où effectivement une partie de la lutte contre la collecte de données inutiles se traduisait par un truc vieux comme le monde, le mensonge. C'est-à-dire, par exemple, quand vous créez un nouveau profil et que vous avez un pseudonyme, moi typiquement, je n'ai pas utilisé ma vraie date de naissance pour créer ce profil. Je me suis créé une date de naissance fictive qui, elle, est tout à fait continue et j'ai pas besoin de justifier pourquoi. Je me suis d'ailleurs un peu vieilli pour la blague, alors que réflexion faite, j'aurais dû me rajeunir. Peut-être que certains se souviennent de Foursquare, qui était un site de lieux géolocalisés. Vous vous souvenez, on pouvait devenir maire de certains endroits si on se connectait Sous forme de régulièrement. jeu, en fait. Hein. C'était une espèce de petit jeu où, comme ça, il y avait une espèce de carte en surimpression de la ville. Et je me souviens qu'il existait un collectif qui s'amusait à truffer la ville de lieux qui n'existent pas.
Par exemple, ils avaient créé un lieu qui serait un bowling à la place du commissariat. Ils avaient créé une bibliothèque à la place d'un bar, et ainsi de suite, histoire de fausser les données. Est-ce qu'on pourrait... Enfin, ce que disait Alexis, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de données qu'on aura du mal à falsifier les données. Est-ce qu'on pourrait encore mener des espèces d'actes résistants comme ça, un peu ubuesques, un peu rigolards, ou est-ce que c'est foutu? Alors c'est pas du tout foutu, parce que ça c'est justement le sujet. Je vais faire un peu de promo parce que c'est le sujet de mon entreprise actuellement. C'est qu'en fait, Mentir? C'est un drôle de sujet pour une entreprise. non, c'est pas mentir justement. C'est en fait il y a une approche scientifique à cela. En fait, pour pouvoir cacher en fait des informations, il faut les rendre en fait inaudibles à l'intérieur d'un bruit. En fait, et on peut, c'est ce qu'on appelle l'anonymat. En fait, on peut le mesurer, et il se mesure avec un facteur qui est ce qu'on appelle le set d'anonymat. Et à quel point on est identique en fait par rapport aux autres. Donc le rôle c'est quoi, le jeu c'est quoi, c'est on a une donnée qui est que chacun a sa propre donnée, hein, ou sa propre empreinte, et en fait on va la cadrer techniquement pour que mes données ressemblent aux données de tout le monde. Et on va mélanger ces données et on va créer des fausses données qui ressemblent aussi à ces mêmes données-là. Et ce qui fait que on a un brouhaha, on a un nuage, on a un brouhaha de données avec un mélange de fausses données et de vraies données, mais qui sont qu'on ne peut pas distinguer les uns des autres, et seulement celui qui veut parler à quelqu'un d'autre, pas seulement les deux personnes qui vont parler, vont se retrouver dans ce brouhaha. C'est un peu l'histoire de V dans Vendetta, où en fait à la fin il se cache dans une foule où tout le monde a le même masque, le même chapeau et le même manteau. Et en fait ça se mesure de façon scientifique, ça se mesure, ça se construit. Donc aujourd'hui, on utilise, il y a des réseaux de mixage, on appelle ça des mixnets, qui sont en fait des réseaux qui créent ce bruit-là dans lequel tu peux envoyer des informations qui ensuite permettent de décorréler le message que tu envoies avec la source, là où tu es, et ton identité. Voilà. Donc il y a une approche scientifique à cela, mais c'est très récent en fait. Le concept il existe depuis longtemps, mais il est récent. Et ce qui est intéressant dans ce concept-là, jusqu'à présent, toutes les protections qu'on a, c'est des protections qui sont individuelles. On va utiliser la cryptographie pour se protéger individuellement. Je vais chiffrer mon message. C'est quelque chose d'assez individuel. L'anonymat, on se rend compte que toutes les techniques qui nous permettent d'atteindre l'anonymat, c'est forcément quelque chose de collectif. C'est une approche collective. Tu dois être mélangé par les autres de la même taille que toi. Si t'es trop gros, hein, tu vas pas, si t'es trop gros ou si t'es trop influent, par exemple, si t'es vraiment quelqu'un d'influent, et que tu veux envoyer ton message à plein de gens, tu seras moins anonyme que des gens qui vont discuter entre eux, voilà. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment une notion qui apparaît avec la décentralisation d'Internet, et ce qui fait aussi dire que la société numérique de demain, elle est décentralisée, parce que c'est seulement en étant décentralisé qu'on va pouvoir garantir un anonymat qui se construit de façon décentralisée. Alors justement, il y a une approche scientifique à ça. En parlant de centralisation et décentralisation, avant de passer la parole à Eric Maes qui nous a rejoint, moi j'ai l'impression quand même que de plus en plus, on nous pousse à centraliser aussi notre identité numérique. On le voit déjà sur l'ensemble des plateformes publiques, puisque de plus en plus vous êtes invités à vous connecter en fait avec votre profil impôt ou France Connect, etc. Ça c'est du côté public. Et puis on a aussi tous les GAFAM qui finalement jouent un peu les authentificateurs d'idées, et c'est vrai que ça peut nous paraître, on va dire, faciliter la vie. Voilà, faciliter les connexions. C'est-à-dire que je vois d'ailleurs une annonce récente, ChatGPT veut devenir un peu un authentificateur d'identité. Quand vous vous connectez, je sais pas, sur Meta, finalement, on va dire
toute votre identité sur l'ensemble du groupe. Voilà, c'est avec Facebook. Si vous allez sur, vous pouvez par exemple vous connecter sur X avec votre profil finalement Google ou autre, et on voit bien en fait que il y a une forme. On va vers aussi une centralisation de l'identité, genre comme si qu'on avait plusieurs moi numériques, mais des nœuds qui se constituent petit à petit. Est-ce que je suis assez clair là dans mon point? Absolument. Et puis, et cette identité, elle est en train de se construire pas par les États. Il y a beaucoup bien pire que ça. Tu donnais l'exemple de ChatGPT. Il faut quand même savoir que l'autre projet de Sam Altman, c'est WorldCoin. WorldCoin, c'est un projet, alors qui est un peu dans le monde des cryptos, mais qui en fait est à la base, c'est un appareil, c'est l'orbe. C'est une orbe, c'est une sorte de boule de la taille d'un petit ballon avec une caméra, et en fait tu le tiens devant toi et tu peux scanner ton iris avec ça. Et ça inscrit en fait tes données biométriques dans un procédé cryptographique sur une blockchain, et tu as comme ça une identité qui est liée. T'as un lien entre ton côté physique et ton identité en ligne, un lien biométrique. Ce projet, il est complètement dystopique, hein, et il va être effectivement complètement renforcé par ce que fait Sam Altman, ce qui va être mélangé avec les travaux de Palantir et ainsi de suite. Donc et Palantir est en train de transformer l'administration américaine actuellement, en récupérant, en interconnectant les bases de données de tous les systèmes, et en faisant du profilage, et en mettant en place ces analyses de données. Et donc là, il y a un vrai danger. Et ce danger-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est de la philosophie cypherpunk, d'amis de gens avec qui je discute beaucoup. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans un monde où en fait tout le monde est tracé, tout est transparent? En réalité, on est tous des agents autonomes, mais en fait, il va y avoir naturellement une concentration du pouvoir vers ceux qui ont les moyens de capter toutes ces informations-là. Et en fait, cette captation, elle se fait constamment, elle se fait vers le haut. Si on utilise un ordinateur d'un système Microsoft, par exemple, on va avoir une certaine quantité de données qui va être captée par Microsoft. Quand on utilise X, on va avoir une certaine données et aussi de valeur qui va être captée vers le haut. Et en fait, les gens qui sont au-delà vont maîtriser en fait ces données et vont avoir le pouvoir sur nous. Aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui sont plus puissantes que les États. Et c'est justement le lien avec l'identité. Facebook, Apple, Microsoft, tous ont des éléments. Ils ont tous, ils ont tous ça. Voilà. Ils sont tous authentifiés. Enfin, exactement. Ils nous proposent, de nous authentifier et finalement de nous faciliter la connexion aux différentes plateformes. Et ils arrivent à nous identifier de façon individuelle. Si on se connecte sur Facebook pour la première fois, on a tous les gens que la plateforme pense que l'on connaît qui va être présente, et c'est assez flippant de voir des gens, des réseaux proches qui sont là. Donc la machine, elle sait cela. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe si on va loin dans le temps, enfin loin dans le temps, pas forcément très très loin, hein, ça peut aller très vite, mais à un moment donné, si chaque fois que quelqu'un, des gens lambda, toi, moi, là, on est en train d'échanger et on crée de la valeur. Si à chaque fois que cette valeur que l'on crée, elle est capturée par quelqu'un au-dessus, eh ben finalement on va s'essouffler à créer cette valeur-là pour le compte de quelqu'un d'autre. On devient une des formes d'esclaves à la avec l'exemple fabuleux de Matrix, qui est un peu on est des simples batteries dans le système. Et donc tu vas avoir ces quelques dizaines, centaines de personnes qui, dans le monde, vont capturer toute cette énergie-là. Et comment est-ce que tu remets un équilibre face à ces personnes-là? Ben en fait, tu dois leur interdire de capter cette énergie-là ou ces valeurs. Ouais, mais à ma connaissance, je ne sais pas si Caroline peut confirmer, mais moi, j'ai souvent lu dans les textes réglementaires la notion d'identité, la notion de données, mais très peu en fait autour de la notion d'authentification.
Et pourtant, en fait, c'est un bon moyen, en fait, de collecter beaucoup d'informations Bien nous sûr, concernant. bien sûr, bien sûr. Ouais, alors, vas-y, Oui. termine. Non, je voulais en terminer qu'en fait, le moyen d'éviter ça, c'est que les individus puissent se dégager en fait de cette captation de valeur qui se fait par l'anonymat. Donc, c'est en étant anonyme que on évite que cette captation de valeur. Et le rôle de l'État là-dedans, parce que on peut se protéger, on peut dire, j'ai pas envie d'utiliser telle entreprise. Ça, j'ai cette responsabilité-là individuelle, je peux ne pas le faire. Mais quand l'État lui-même m'impose l'usage d'une entreprise que je ne veux pas utiliser, comme c'est le cas de Palantir qui est en train de s'immiscer dans les administrations en France, en Europe et ainsi de suite, moi j'ai pas le choix. Et donc je dois avoir un élément qui va me permettre à moi en tant qu'individu de contraindre mon État à ne pas jouer ce jeu de la dystopie du capitalisme de surveillance. Et c'est là où le droit à l'intégrité numérique il rentre en jeu, parce que le droit à l'intégrité numérique, il me dit, si je veux discuter avec toi en direct, je le fais. Et c'est ce qu'on voit à Genève, où est apparue la première pétition qui demande le respect du droit à l'intégrité numérique dans le cadre des écoles. Et les demandes, elles sont simples. Utiliser de l'open source, demander l'autorisation des parents, la permission des parents pour faire des comptes sur des grosses plateformes, et pas utiliser des algorithmes d'attention et des algorithmes liés à la surveillance. Ok, merci. Éric Maes, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fadila, bonsoir à toutes et à tous. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. J'écoutais tout à l'heure Monsieur Patino, qui est le patron de Arte, dans son propos liminaire à l'audition concernant TikTok de la commission d'enquête. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous suivez cette commission d'enquête autour de TikTok. Bruno Patino a fait, et je vous conseille, je vous invite à aller l'écouter, un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, extrêmement intéressant autour de ces sujets. Je fais une petite boucle, mais vous allez voir, je vais revenir au sujet de l'identification et de l'authentification. Il disait en substance, son propos est difficile à synthétiser, mais il disait en substance que le modèle des réseaux sociaux, qui deviennent, vous l'avez souligné, un élément constitutif de la chaîne d'authentification pour accroître ses usages à l'extérieur de ce même réseau social, ou pour en prendre d'autres, partageait le fait que, en premier point, que la notion de leur modèle économique initial, qui s'est transformé ensuite grâce à la monétisation des données personnelles, il disait donc que ce modèle de production de valeur impliquait leur capacité à devenir très puissants, par la massification, bien évidemment, des usagers, par la rapidité des réseaux. N'oublions pas les réseaux qui ont permis l'explosion de la rapidité, du multitasking. Alors ça, il ne l'a pas dit, mais moi je l'ajoute, et la gratuité des services. La gratuité des services, de la gratuité des services, nous en devenons la valeur en réalité. Le coin est entré dans notre intimité. La substitution des données que nous fournissons à l'occasion de la création d'un compte, mais de fil en aiguille à la multi-authentification par rapport à ce compte initial, devient en réalité la forme numérique que nous prenons et qui devient omnipotent grâce à l'ouverture d'un compte, qui devient le socle sûr et certain pour une autre application de nous absorber dans son périmètre. Je vais t'inviter à clôturer. Oui, je termine. Donc, est-ce que intrinsèquement, à côté d'une authentification ou une identification de la part de l'État, carte d'identité, carte de mutuelle ou carte de sécurité sociale, n'existe pas quelque chose qui va venir concurrencer absolument et peut-être prendre le pouvoir de l'individu par le biais de ces réseaux sociaux et de ces conjugaisons de multi-capacités à être authentifiées. Après, n'oublions pas que le modèle économique, pour moi, comme il le soulignait, est fondamental. En effet, un service ne peut fonctionner que s'il est rémunéré. Or, il est gratuit. Et là, il y a une vraie question. Et nous en sommes le produit. Donc, attendons-nous à ce que les conséquences de cette gratuité soient beaucoup plus importantes, peut-être que celles qui étaient prévues initialement. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Merci.
Sur la gratuité, c'est clair, et c'est pour ça qu'il y a tout un nouvel univers qui est économique qui est en train de se développer, où justement on tend vers la fin de la gratuité, alors sous une certaine forme. Mais quand je parlais de technologies d'anonymat, ce ne seront pas des technologies gratuites. Ça coûte d'utiliser des réseaux qui vont travailler et qui vont. Il y a le frémissement, il y a le début d'une industrie du numérique dont le modèle d'affaires n'est pas la collecte de données, mais la fourniture de services techniques très particuliers qu'on peut utiliser pour communiquer, pour échanger, pour partager des choses. Mais ça a un coût. Parce que au bout du compte, il y a quand même des machines qui tournent avec de l'électricité et il faut les payer. Donc c'est la manière dont ce coût va être amené est différente. Donc moi je vois un futur où effectivement il va y avoir, les gens auront toujours double de vie. Il y aura parce que pour l'instant ce modèle du gratuit basé sur la captation des données, il a pris le dessus. Il est très pratique. Euh, mais il y a un autre modèle qui apparaît en concurrence. Et pour en revenir à l'intégrité numérique, il ne faut pas que ce soit l'État qui favorise l'un ou l'autre modèle. Aujourd'hui, l'État, il est complice du modèle gratuit parce qu'en fait, il va pousser les gens à s'inscrire là-dedans. Et alors, peut-être que là, c'est un message pour Caroline pour dire, en fait, le problème qu'elle a à Strasbourg, c'est que finalement, les gens ne savent pas faire autrement. Je suis pas certaine en fait que que la fin de la gratuité engendre aussi quelque part plus de protection. Je te laisse Caroline réagir par rapport au point d'Éric Maes et de la réponse d'Alexis. Alors, je confesse que je sens mes limites cognitives là ce soir parce que je suis très fatiguée et que des réflexions d'Éric qui avaient l'air tout à fait doctes et intéressantes, il y a qu'une chose en fait qui m'est restée. Pas avoir l'intégralité du propos, mais je voulais rebondir sur ce qu'il disait par rapport à la présentation que fait la Commission européenne de l'identité numérique telle qu'elle sera déployée d'ici la fin de 2026. Le fameux wallet. Voilà, tout à fait, ce portefeuille numérique personnel pour les citoyens, les entreprises et les résidents de l'UE. Et ce qui est assez fascinant dans les cas d'usage qui sont décrits, on a la signature électronique qui va permettre vraiment des choses extrêmement importantes, des actes notariés, des choses où effectivement on n'a pas envie qu'il y ait une erreur dans l'identité, que la preuve d'achat de billets de concert. On va retrouver des sceaux électroniques. Ça peut concerner des choses là encore où on n'a pas du tout envie qu'on se trompe, notamment en matière de flux bancaires, propriété, mais on donne comme exemple un billet pour un match de foot pour être sûr qu'il est authentique et non contrefait. Donc, en fait, on voit bien que tout est, qu'il n'y a plus qu'une manière de voir les choses, c'est celle de cette identité unique, centralisée, et qui doit servir à strictement tous les aspects de la vie, qui soient les moins importants comme les taux. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'aspects de ma vie où j'ai pas envie qu'on se trompe d'identité et où je serais prête à avoir un système d'identification, d'authentification. Après, je préférerais en être responsable. Je préférerais que ce soit avec des protocoles, je suis pas experte, mais des protocoles dans lesquels j'ai confiance, mais que j'en sois responsable de la conservation des éléments qui permettront de authentifier. Mais bon, mais pas pour authentifier des billets de concert ou des billets pour un match de foot, voyons. Mais ces cas d'usage sont assez, à mon sens, corroborent la vision que décrivait Eric à l'instant. Je voudrais aller dans ce sens, en fait. C'était le sens de mon intervention et ce que dit Caroline est tout à fait logique. C'est quelque chose dont je parlais encore cet après-midi avec un camarade. Je vais dans une boîte de nuit et un autre club où il y a un videur à l'entrée, pardon. Je ne connais pas son prénom. Il ne me demande pas ma pièce d'identité. Pour autant, il connaît, il me salue, donc il m'a bien authentifié. Il n'a pas besoin de m'identifier. C'est exactement ce que dit Caroline, c'est est-ce que j'ai besoin de voir sur moi une preuve
Est-ce que je vais avoir France Connect qui est relié à mon compte Amélie, à mes impôts et à tout ça pour aller acheter la dernière vidéo Marc Dorcel et aller voir le prochain concert d'Iron Maiden à l'Arena Bercy? Enfin, c'est quoi le projet? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette vision de il y a un seul anneau unique pour les gouverner tous? Ouais, c'est c'est bien parce que ça allait dans le sens aussi de la question quelque part que je voulais aussi Mais on est poser. tous d'accord. C'est ça, hein, c'est-à-dire que cette identité numérique qu'on veut nous proposer aussi au niveau européen nous servirait à la fois pour des démarches type administrative, qui est de la vie citoyenne, etc., mais aussi pour acheter, pour voyager, etc. Bah, C'est c'est ça en bienvenue fait à le projet. Gattaca, en fait. Bienvenue à Gattaca, c'est exactement ça. Ok. Tout y passe sans que on ne démontre la stricte nécessité d'une authentification pour les différents usages. Mais à partir du moment où vous avez le portefeuille d'identité numérique, hop, on va vous trouver plein de cas d'usage. Mais moi, mon inquiétude fondamentale, c'est j'ai envie de montrer mon identité le moins souvent possible, ou en tout cas celle que j'aurais choisie. Et j'estime que s'il s'agit d'actes notariés, s'il s'agit de questions judiciaires, s'il s'agit aussi, pourquoi pas, d'avoir des assurances sociales qui sont versées à un moment de ma vie, effectivement, je conçois que pour pas qu'il y ait de doublons, voilà, je veux bien, effectivement, démontrer qui je suis et je veux bien, mais pas pour naviguer sur internet, pour aller voir des billets de concert, aller dans une boîte de nuit. Et il y a un côté, je pense qu'on va finir, cet exemple, il est très chouette. Je pense qu'on va finir par être obligé de montrer son portefeuille d'identité, son wallet d'identité numérique en arrivant devant une boîte, parce qu'on va nous dire, mais il faut qu'on vérifie que vous n'êtes pas mineur dans une optique de protection de l'enfance. J'ai dit: «Bah, écoutez monsieur, enfin vous êtes bien aimable, mais je pense qu'on voit que je ne suis pas mineur». «Ah oui, mais ma responsabilité pourrait être engagée si s'il s'avérait que vous étiez finalement mineur». Oui, alors bon, enfin, il y a une absurdité quoi. Il y a un côté bon Il sens. y a, ouais, il y a cette idée que on serait sur une identité numérique qui serait contrôlée par l'utilisateur, en théorie. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on aurait aussi, la possibilité de voir qu'est-ce qui est collecté, deux, de pouvoir gérer, par exemple, des niveaux d'autorisation, de visibilité, etc. Non, mais on a quand même un truc administratif en France avec ça qui frise l'absurde. Rappelez-vous, il y a quelques mois, un des frères Gallagher est arrivé en France et on lui a refusé de lui vendre des clopes parce qu'il ne pouvait pas présenter une pièce d'identité. On en est là, hein. Donc on va avoir du zèle et des conneries. C'est évident. Ouais, c'est ce qui est intéressant dans ce débat aussi, c'est finalement c'est que en fait il y a plein d'arguments, il y a plein de zones dans lesquelles on attaque le l'anonymat qui techniquement n'existe pas encore, mais où on s'assure qu'il y a de la traçabilité. Et en fait on a aujourd'hui un panel de thèmes qui finalement pour n'importe qui, il y a toujours quelqu'un qui va dire ah oui, mais pour ce thème-là, je suis d'accord qu'on fasse du suivi, on fasse du traçage. Et c'est assez simple. Prenez quelqu'un de droite, vous lui dites ah mais il y a du terrorisme, il y a des gens qui migrent. Il faut effectivement à la frontière avoir des identités de chaque personne, dans les avions, des identités de chaque personne. Vous comprenez le terrorisme, ainsi de suite. Il faut identifier les gens qui se déplacent. Hein. Et puis les gens de droite un petit peu durs vont dire ah oui oui absolument absolument absolument. Et puis les gens à gauche vont dire bah non il faut la liberté de circuler. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de fliquer tout ce monde-là Après vous prenez un autre thème qui est la finance. Et là c'est l'opposé. Vous avez les gens dans la bonne droite qui vont dire ah ben non la finance c'est la liberté de commerce ainsi de suite et puis tu as les gens de gauche qui vont dire ah ben non l'argent c'est sale il y a du blanchiment d'argent il faut absolument fliquer tout le monde voilà. Et on se retrouve avec en fait un des chevals de Troie de la surveillance c'est les lois financières enfin et en fait là j'ai mis les deux grands critères hein. Un c'est la surveillance liée à la sécurité et l'autre c'est la surveillance liée au blanchiment d'argent. Et en fait, on
on a aujourd'hui je veux dire avec l'apparition des microtransactions et la numérisation de toutes nos transactions avec carte, et puis il y a cette lutte de fin contre le cash par exemple qui est en train de se faire. Et qui touche la même chose, mais chaque fois, mais en fait, on va se retrouver comme ça avec des bords politiques différents. Et, euh, et, et encore une fois, c'est pour ça que moi je reviens sur la notion d'intégrité numérique qui va être le ciment en fait, qui va être le lien en fait qui permet de développer une politique d'une démocratie numérique, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quelqu'un de droite ou de gauche, avec leurs différences, en fait, quand il faut construire une nouvelle démocratie numérique dans laquelle on doit rétablir le pouvoir entre les citoyens et les institutions, eh ben en fait, il y aura toujours un moment où ils seront pas d'accord, soit pour des questions de blanchiment, ou de sécurité. Donc, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent depuis le début comprennent en fait pourquoi j'ai introduit assez rapidement la notion d'intégrité numérique en parlant d'identité, parce que ça dépasse la seule logique, on va dire, de la protection des données. Ouais. C'est de penser en fait une forme de souveraineté personnelle. Ça combine évidemment le droit à la vie privée, mais la sécurité, mais surtout aussi après le consentement et le fait de pouvoir agir à la fois dans nos données, les représentations et les usages, on va dire, dites numériques. Je vais juste mettre un warning aussi, c'est pas de tomber dans l'excès, c'était que vous voyez beaucoup de gens, de plus en plus de gens sur Internet, des mouvements libertariens ou des mouvements comme ça très assez extrémistes dans des mouvements hyper individualistes qui développent la thèse de l'individu souverain, mais l'individu, eux, ils le voient dans une logique assez extrême où finalement il n'y a plus d'État qui existe autour, il n'y a plus d'institutions. Moi, l'apport que je fais, c'est de dire non, en fait, on reste dans une société, on est une société, et je veux une démocratie qui soit existante dans le numérique. Mais pour avoir cette démocratie, il faut un équilibre. Il faut que le consentement soit du côté de l'individu, qu'il ait la protection de son intégrité, puisqu'on pense que c'était ça qu'il fallait avoir dans des démocraties, donc on l'applique aussi au numérique. Et ça passe par des technologies ou par des mécanismes qui donne l'impression qu'on va vers ce chemin de l'individu souverain. Non, c'est une forme d'autonomie, oui, mais c'est pas l'individu souverain dans le mode libertarien. Non, mais c'est aussi avoir, comment te dire, un droit aussi un droit à la transparence et également la capacité d'agir. On va aller encore un peu plus loin dans quelques instants, mais on va accueillir, si vous voulez bien, Anthony. Bonsoir Anthony et bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. Déjà, je te remercie de m'accueillir. Alors, une petite question, surtout à Caroline. Je suis développeur back-end depuis 10 ans et la question de la sécurité, forcément, fait partie de mon travail, même si c'est pas ma spécialité directe. Moi, ma question, elle serait, comment dire, il y a d'un côté un discours politique. Forcément, il y a des questions vraiment politiques directes, c'est-à-dire par exemple l'accès aux mineurs, aux sites pornographiques, ou le fait que les terroristes utilisent du chiffrement de bout en bout. C'est vraiment des questions réelles, mais les réponses qui sont apportées sont forcément au détriment de l'intérêt général et de la vie privée des personnes. Par exemple, on a eu lors du débat sur la loi de narcotrafic la volonté d'introduire des backdoors dans le chiffrement de bout en bout, qui fait que ce n'est plus du chiffrement de bout en bout, naturellement, parce que le but même du chiffrement de bout en bout, c'est de garantir si par exemple vous utilisez, on va dire Telegram ou autre, le but c'est que Telegram ou autre ne soit pas capable de lire. Et c'est ce qui fait toute la pertinence du chiffrement de bout en bout. Ou pareil sur tout ce qu'on va dire réseau social. Imaginons que désormais on soit obligé de se connecter avec France Connect pour une raison X ou Y, même si l'État, de son côté, dit oui mais non, nous, on ne fait que chiffrer avec une clé aléatoire le token, on donne au réseau social avec une signature, avec un chiffrement, avec une clé privée, lui, la clé publique peut que vérifier la signature pour dire que le token, il vient bien de l'État, tout ceci, tout machin. Mais moi, à la fin, j'ai aucune garantie que l'État a vraiment fait une clé aléatoire et qu'il n'a pas juste sauvegardé une map entre ta clé aléatoire et le token qui était envoyé pour le déchiffrer au bon moment qui est login. C'est en fait la question, c'est une question plutôt politique, pas technique. C'est est-ce que
les politiques se rendent compte que tout n'est pas faisable dans le numérique sans bafouer les libertés individuelles et le droit à la vie privée numérique. Parce que si on veut vraiment vérifier l'âge sur les réseaux sociaux et le certifier, même si ça sera toujours contourné, on va dire améliorer les chances que ce soit fait, ce sera toujours au détriment du pseudonymat et de la vie privée numérique. Moi, je suis partagée. Alors, j'adore votre question. Ça fait longtemps que je me pose la question suivante. Est-ce qu'ils font exprès? Quand je lis des députés, quand je les écoute brandir, mais il est bien évident que nous ne pouvons plus laisser faire, c'est trop longtemps le laxisme, bla bla bla. Et je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer, ou est-ce que vraiment, et parfois j'ai envie qu'ils ne comprennent pas. J'ai envie de me dire, ce sont des gens qui sont victimes d'une méconnaissance d'un secteur et qui ont l'outrecuidance d'avoir de grands discours dessus, mais ils savent pas ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais que ce soit ça, parce que s'ils comprennent que ils surfent de manière très politicienne sur la terreur des personnes vis-à-vis de l'informatique, et pour faire un certain nombre de réunions publiques sur le numérique dans des villes et des villages en Alsace, je peux vous dire qu'il y a une terreur. Là, si raisonnaient comme ça, ce serait vraiment impardonnable. Mais quoi qu'il en soit, les textes qui sont votés au fur et à mesure sont dramatiques, et on doit parfois un député qui est un ou deux, trois, quelques députés comprennent mieux les choses, on leur doit de sauver des textes affreux et de réparer un tout petit peu. Et puis ensuite, ces députés, je pense en particulier à deux députés qui comprennent tout à fait bien ce qui se passe, ils ont fait front comme ils ont pu. Puis au bout d'un moment, on leur dit bon, écoute, t'es gentil, mais par contre sur la prochaine, là maintenant, il va falloir rentrer dans le rang et voter comme tout le monde. Et il y a effectivement ce jeu politicien qui n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Déjà, il y a une méconnaissance de la technique, hein, ça vous l'avez bien exposé, mais comme tout le monde, dans la société globalement, on a une carence démente d'éducation au numérique. Les enfants à l'école ont des enseignants qui n'ont pas eux-mêmes eu des cours d'informatique ou de sciences de la donnée ou de numérique, donc c'est très difficile d'avoir des enseignants qui sont sur ces sujets aujourd'hui. On les plaque à faire des cours, à faire des PIX, à faire des sciences du numérique, mais ils n'ont pas été formés. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. On a une carence là-dessus. Et il y a une terreur sur les questions sécuritaires. Et on a besoin d'une baguette magique. Donc les politiques, j'entendais encore Xavier Bertrand ce matin sur Inter, après Darmanin, Retailleau, c'est en général plutôt. Je peux même pas dire que ce soit plutôt la frange conservatrice, parce que les discours pour parler de renaissance du député Paul Midi étaient insoutenables, et j'ai souvenir d'une tribune de Najat Vallaud-Belkacem, donc de gauche, qui voulait interdire les écrans, enfin elle voulait interdire Internet, quoi. Bon. Donc, quelque part, sur tout le... Enfin, c'est très à la mode en ce moment de sortir sa petite idée. Pardonne-moi de te couper. Bien sûr. Non, mais on en a presque une par jour en ce moment. C'est ça, c'est une dinguerie par jour, et ça instaure chez les personnes une technophobie. En fait, vous parlez d'informatique, vous parlez de numérique, les gens viennent aux réunions en se disant « il faut que j'essaye de me protéger. Dites-moi comment je peux me protéger. » Voilà, donc on n'a plus cette envie de s'émanciper avec la communication sur les réseaux. On n'a plus ce bonheur de pouvoir accéder à toutes les ressources du monde de manière libre et gratuite. Non, on a peur d'aller sur Internet, on a peur parce qu'on n'est pas formé, ça c'est vrai, mais aussi parce que ces baguettes magiques que brandit le monde politique aboutissent à ce qu'on appelle en Alsace des Schnapsidées, donc des idées toutes pourries, puisque et c'était ce que vous venez d'exposer à l'instant, c'est on met des backdoors sans se dire à un seul moment que ça va contribuer à augmenter le risque cyber significativement. Attends, tu peux revenir juste à l'instant, les backdoors, je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Je vous ai pas tous arrêté à chaque fois que vous avez utilisé des termes particuliers, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément ce lexique. Ce sont les portes dérobées. Donc on avait un projet de loi qui estimait que si on mettait des portes dérobées, c'est-à-dire
des failles de sécurité qui permettent de s'immiscer dans les conversations. Je fais vraiment dans les grandes lignes, hein, pardonnez-moi pour les techniciens qui sont derrière leur Oui, écran. bien sûr. On a estimé que donc si on laissait quelques portes ouvertes, ça pouvait permettre aux enquêteurs de mieux faire leur travail. Or, si les enquêteurs peuvent plus facilement accéder aux conversations, il n'y a pas de doute. Les hackers aussi. Oui, mais évidemment, enfin, tu vois, voilà. Mais il y a les bonnes backdoors et les mauvaises backdoors, tu vois. Donc, Comme il y a des bons hackers et des mauvais hackers. voilà, Enfin, voilà, c'est ça. Ah, tiens, les gentils. bientôt, on va entendre parler des backdoors éthiques, je pense, si c'est pas déjà fait. Oui, ok. Mais pour moi, il y a vraiment, il va y avoir un moment de rupture. Je le vois apparaître tout doucement. Alors, ce que j'aime bien moi faire, c'est regarder les signaux dans le monde du numérique, dans les gens qui construisent le numérique. Il y a plein de choses qui se passent parce qu'il y a des gens qui construisent les projets dystopiques et puis il y a des gens qui essayent de développer des utopies. Et maintenant, par exemple, on voit l'apparition des premières tentatives c'est un peu l'équivalence des phalanxères du 19e siècle ou d'endroits finalement où les gens veulent redévelopper en fait des communautés basées sur des nouveaux concepts et arriver à gérer en fait finalement même un espace physique avec ces nouveaux concepts-là. Donc en fait finalement réinventer des formes d'État, mais ou des formes d'institutions, mais à travers en respectant les principes des principes du numérique qui seraient respectueux de l'individualité ou de l'intégrité numérique par exemple. Ces expériences, elles apparaissent. Alors il y en a plein. Il y en a aucune qui a du succès, mais rien que le fait que les gens cherchent à faire ça, c'est parce que il y a une volonté et une volonté de la part des gens qui maîtrisent les outils de vouloir autre chose. Et effectivement, la peur que décrivait Caroline, c'est cette peur de la contrainte numérique. Enfin moi, c'est comme ça que nous on l'a vu en Suisse, cette peur de la contrainte numérique qui est de plus en plus forte. Et là, on aura de nouveau un nouveau vote en Suisse sur l'identité électronique, parce qu'il y a un projet d'identité électronique qui a été mis en place en Suisse, qui a été refusé une première fois à 64%. Et quand le peuple a refusé, ils ont dit non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le peuple, il n'a pas compris. Enfin, on va juste modifier pour corriger ce qu'on a perçu, ce que le peuple refusait. Et il représente un deuxième projet. Et là, on a refait un référendum qu'on a pu, on a collecté facilement les signatures. Et vu le contexte actuel, je pense que le refus, il est tout à fait possible. Et quand on va refuser une deuxième fois l'identité électronique, je suis prêt à mettre ma main à couper, qui retenteront une troisième fois, parce que il y a une forme de folie collective de l'establishment. Quand je parle de l'establishment, c'est les gens qui sont en charge de nos institutions aujourd'hui. Ou même quand on rentre dans ces institutions, malheureusement, généralement, on est vite perverti par le système. Mais il y a cette folie collective en disant il faut absolument faire ce technosolutionnisme pour être plus efficace, mieux contrôlé, être plus en sécurité, tout ce qu'on veut. Enfin, il y a plein d'arguments. Et fondamentalement, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas cette technologie-là. Il y a tout un système de corruption à travers les appels d'offres où justement on va leur vendre des projets qui vont résoudre tous leurs problèmes. Et pour eux, c'est du pain béni. Donc ils vont le prendre. Évidemment, ça rate chaque fois, mais au moins ils pourront dire qu'ils ont mis en place ce truc-là, ils ont mis en place ce projet. Et il y a toute une industrie autour de cette folie technosolutionniste qui est en place. Et face à ça, les gens n'ont pas les outils, n'ont pas la compréhension technique. On les abreuve de trucs techniques en disant mais vous comprenez, c'est par des ingénieurs, vous verrez, c'est super sûr, ce sera mieux après. Et en fait, les gens n'ont pas les outils. Et l'idée, c'est de revenir avec des outils logique simple, en parlant d'intégrité numérique, en parlant de droit à la vie en ligne, on remet le contrôle dans l'individu qui peut dire à son représentant, non mais attends, est-ce que tu respectes mon intégrité numérique si tu fais ça? Non, en fait tu le fais pas. Et donc t'es dans une position d'agresseur vis-à-vis de moi, t'es pas quelqu'un qui veut m'apporter quelque chose de mieux, parce que tu n'arriveras pas, tu es dans une position d'agresseur. Ça bouleverse l'équilibre des choses. Alors il y a Anthony qui lève la main, mais je voulais vous donner quand même quelques chiffres. Donc, outre le sondage que j'ai mis en haut, hein, il y a mieux. Il y a le Crédoc, par exemple, en 2023, qui dit que 60% des Français se disent inquiets de leur exposition numérique.
et 13% seulement connaissent le terme d'intégrité numérique. Ça, c'était Framasoft, toujours en 2023. Moi, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a à la fois une crainte concernant l'identité numérique et que cette crainte paralyse finalement, au point où j'ai presque l'impression que ça paraît un peu trop compliqué de s'intéresser à cela et de voir en fait quels sont les contours. En fait, ça tétanise, je pense, avec cette impression que c'est trop technique finalement. Mais comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, Caroline, on a aussi nos politiques qui jouent aussi à rendre la chose très technophile et je pense que ça contribue à tout cela. Anthony, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, rapidement. Par rapport à ce que disait Caroline, je pense qu'on a mis le doigt sur le vrai sujet de fond, qui est pas tant technique que ça. C'est surtout que les politiques sont impuissants face à quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, s'il y a un chiffre en bout, ils ne peuvent pas lire, point. Et ça, l'impuissance en politique, c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Elle est très compliquée, parce que quand vous avez des gens en face de vous qui vous disent oui, mais moi j'en ai marre qu'il y ait du trafic de drogue et tout, je veux que vous faites ça, voilà. Ah, mais sauf que on peut pas tout faire. Et acter en politique qu'on ne peut pas tout faire, et ben c'est se tuer politiquement. Parce que la personne en face de vous qui est dans un autre parti dira mais moi je peux vous le faire. Et je vous le fais sans en plus toucher à votre TV, ce qui est un mensonge. Ou parfois un mensonge. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué en politique. Je pense pas que la majorité des politiques sont diaboliques dans le sens qu'ils voudraient suivre toute la vie privée de tout le monde parce que ils sont en mode dictature. Je ne pense pas que ce soit ça. Pour en avoir rencontré plusieurs dans ma vie, je pense pas qu'ils aient ça en tête. C'est plutôt ce rapport à l'impuissance publique qui est impossible à assumer publiquement, qui fait que forcément ils proposent des choses. Parce que les députés, quand il y a des propositions de loi ou des projets de loi, ils peuvent faire appel en commission à des spécialistes qui viennent et qui peuvent interroger. Et même en dehors de ça, quand ils construisent les lois, ils sont accompagnés de gens spécialisés. Et donc justement, la partie technique est à peu près gérée et encadrée. Donc lorsque le ministre, et pourtant j'ai rien contre Otayo, je l'aime bien, hein, mais là-dessus il a clairement merdé, quand il propose de mettre des backdoors dans le chiffre en bout, il sait ce qu'il propose. Non pas parce qu'il rêve d'une dictature, tout ça, mais parce que l'impuissance publique tue la politique. Parce que c'est impossible à admettre. Donc je pense que le fond du sujet il est là, et que nous, notre tâche, en tant que technique, c'est d'expliquer que justement, cette impuissance n'est pas qu'un mal en soi, parce que le chiffre en bout permet à vous d'échanger entre amis, à votre femme, à vos enfants, sans qu'un hacker ou une personne tiers puisse regarder ce que vous échangez en fait. Donc c'est compliqué, tu vois, Caroline. C'est pour ça que je posais cette question, parce que je pense qu'elle n'est pas fondamentalement technique. Je pense que c'est plutôt une question de société. Mais je suis entièrement d'accord. Tu permets, Fadila, que je rebondisse Avec plaisir. Je suis entièrement d'accord. C'est effectivement ce rapport à l'impuissance qui est insupportable pour les politiques, d'où qu'ils soient. Et donc, il faut toujours avoir des propositions, une baguette magique, et il faut que ce soit rapide, il faut être volontaire. Je parlais de Xavier Bertrand que j'ai entendu ce matin sur Inter. Ce qui me choquait, c'est que il arrêtait pas de répéter moi je ne fais pas partie des gens qui baissent les bras. Moi je fais partie des gens qui ne lâchent rien. En fait, on était juste dans un vocabulaire, dans un champ lexical du combat hyper viriliste. Enfin, c'est le mec fort qui. Mais à quel moment on va remettre de l'honnêteté dans le discours politique? Les questions qui étaient abordées sont des questions qui vont nécessiter 10, 15 ans d'évolution dans un sens. Et alors, évidemment, c'est compliqué pour des personnes de dire, écoutez, je suis absolument désolé de vous le dire en ces termes, mais on ne va pas pouvoir avoir de solution immédiate pour votre problème. Je pense que si on prend cette optique et cette orientation, d'ici 10 ans, on aura des résultats tangibles. Personne ne va dire, mais jamais je vote pour vous. Moi, je vote pour des gens qui ont des solutions. Et c'est vrai que le sujet de ce soir, il est technique, mais on l'a abordé dès le départ de manière quelque part plus sociologique, et je pense qu'en réalité, c'est comme énormément de sujets en définitive, c'est la question politique, c'est la question du rapport au pouvoir, du rapport au mandat, et tant qu'on a affaire à des décideurs dont l'objectif premier est la réélection,
il faudra des baguettes magiques, il faudra des solutions qui n'en sont pas, et il faudra des dépêches AFP pour dire un tel a déclaré que il lance la guerre à l'anonymat, il veut des backdoors, il veut protéger les enfants, il veut protéger ceci, cela. Enfin, donc, ça nous appartient aussi de ne pas valider ces discours. De ne pas donner trop de crédit à des personnes qui ont ces discours dont on sait qu'ils sont vains, parce que quand on connaît un petit peu les questions techniques, on voit bien que ce sont des discours qui sont vains. Donc c'est à nous aussi de ne pas les valider. Et moi, je me permets de rebondir sur ça. Ce qui est quand même intéressant, c'est comment est-ce que le droit à l'intégrité numérique, il est quand même accueilli finalement par ce monde politique. Et chaque fois qu'on arrive au vote, on est pratiquement à l'unanimité. En tout cas, ça a été le cas à Genève, à Neuchâtel, à Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est dans le conseil municipal, ce qui était très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un outil de baguette magique, donc parce que c'est pas un outil de baguette magique, mais ça permet, comme je disais tout à l'heure, ça permet en fait personne ne veut, enfin tout le monde veut protéger les gens. Protéger les gens, c'est quelque chose de bien. Et en fait, voilà, où je voulais en venir, c'était que aujourd'hui, c'est le moyen. Enfin, moi, je crois que c'est un des moyens qu'on a pour amener ce débat sur la place de qui contrôle cette société numérique, que ce soit les gens et pas les élus ou les dirigeants. Et en fait, c'était drôle parce que dans les débats de Strasbourg, c'était là où je voulais en venir, juste pour donner un exemple assez drôle, il y a Catherine Trottmann qui est aussi au conseil municipal, enfin qui est élue dans l'assemblée municipale, qui est, je pense, vraiment une dame qui représente l'establishment français, qui a été ministre, qui a fait sa carrière dans la politique française, et qui a voté pour, forcément, puisque c'est à l'unanimité, et qui, à la fin de son discours, en fait, profite en fait de ça, dit justement, moi aussi, en fait, on a été victime. On veut que les services de la collectivité, en fait, fassent attention aux outils numériques qu'ils nous donnent. Et à la fin, elle reprenait les mots à son compte en disant: je veux que les services de la collectivité respectent mon intégrité numérique. Et ça, j'avais trouvé ça assez génial, parce que donc finalement, c'est un outil un peu cheval de Troie qui peut être réutilisé. Et une fois qu'on utilise ce mot-là, eh ben, on peut plus justifier de la même manière les backdoors, parce que on va clairement une backdoor, une vulnérabilité dans un réseau, de la surveillance de masse, c'est des atteintes à l'intégrité numérique des gens. Et donc, on peut plus revenir en arrière après dans le discours, c'est assez compliqué. Après, Alexis, si je peux me permettre, il y aura aussi la réaction qui consistera à dire on est pour l'intégrité numérique, mais pas des terroristes. Et le souci, c'est de dire, mais a priori, on ne peut pas considérer que tout le monde est suspect. Donc, c'est aussi la question de l'intégrité numérique a quelque chose d'universel. Et c'est aussi compliqué de dire que finalement, c'est de sa qualité d'humain que naît le droit à l'intégrité numérique. Qui veut dire que lorsque l'on veut, dans un système non pas inquisitoire, mais accusatoire, lorsqu'on veut prouver la culpabilité de quelqu'un, il va falloir apporter des preuves et il va falloir avoir des moyens d'enquête. Et des moyens d'enquête qui soient proportionnés au but recherché. Et ça, c'est le fondement de nos démocraties et c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Sauf que cet état de droit est menacé, et là encore, par des paroles politiques au plus haut niveau de l'État. Là, tu touches un truc qui est en fait ce qui m'intéresse moi beaucoup, et puis on en a discuté, ça tu le sais, c'est finalement comment est-ce que ça va s'inscrire dans la jurisprudence. Et parce que c'est ça qui est intéressant avec le droit à l'intégrité numérique, c'est que ça force aussi un juge à réfléchir différemment. Aujourd'hui, le RGPD, le droit à la protection des données, comme le disait Caroline au début, ça vient en aval, ça vient une fois que les données ont été collectées, les données ont été traitées, ça vient vraiment à la fin. Et donc, une personne qui veut se protéger, elle doit démontrer en fait l'abus qui a été fait sur les données. On part du principe que les données sont partagées, bon, il y a plein, mais c'est à nous en fait de dire
Je pense que cette société-là, cette institution-là traite des données qu'elle ne devrait pas donner, et je dois démontrer ça. Et démontrer, ça coûte cher, c'est compliqué. Il faut connaître les bases de données, il faut savoir en fait comment, faut arriver à démontrer comment est-ce que la gestion des données a été mal faite pour soi. Et Max Schrems s'est battu pendant 2 ans contre Facebook pour arriver à démontrer quelque chose. Le droit à l'intégrité numérique, en fait, permet au juge de rentrer dans un autre espace qui est celui de l'atteinte à la personne et des droits fondamentaux qui sont explicites. Et donc, il va pas regarder, il va pas regarder comment a été faite l'atteinte. Il va d'abord essayer de décrire quelle est l'atteinte qui a été faite. C'est-à-dire, vous avez, je sais pas moi, perdu votre job, vous avez perdu de l'argent, vous avez eu des dommages mentaux. Il y a un dommage. Il y a d'abord un dommage qui est fait à la personne, et c'est ça qu'on va démontrer, que ce dommage il est lié à une manipulation numérique. On n'a pas à démontrer comment la manipulation se fait. Et en fait, ce renversement de la charge de la preuve qui s'opère, il va s'opérer en fait dans la jurisprudence juste par l'utilisation par analogie des thèmes, parce que comme on parle d'intégrité numérique, le juge va faire ça, va travailler en analogie avec l'intégrité physique et opérer ce renversement de la charge de la preuve. C'est là que j'espère le voir le plus. On a déjà une première jurisprudence qui utilise le droit à l'intégrité numérique en Suisse, et on va avoir ça de plus en plus, forcément. Les gens vont profiter les avocats vont utiliser ça. Alors, peut-être, Fadila, juste une remarque par rapport... Oui, je voulais vraiment dire quelque chose parce que Caroline nous a fait vraiment l'honneur de venir ce soir alors qu'elle avait une journée extrêmement chargée. Et donc, à tout moment, elle va nous quitter. Donc, déjà, je souhaitais la remercier et lui dire qu'elle se sente libre de partir dès qu'elle le sent. Voilà. C'est gentil. Et qu'ensuite, Eric, je veux bien quelque chose, mais il y a l'avocation qui ensuite souhaitait prendre la parole. Donc, si tu prends la parole, c'est... Oui, rapidement. Assez rapidement, oui. Merci. On ne peut pas ne pas lier l'intégrité numérique à la notion d'état de droit. Et il y a un sujet sur l'état de droit. Il y a un sujet autour de la sécurité, notamment, autour du crime en tout genre. À partir du moment où on sait que la cybermalveillance, au sens très large, dispose des moyens du numérique, l'État doit en disposer de manière supérieure, ce qui implique des backdoors, de mon point de vue. Backdoors qui peuvent être ouvertes ou fermées sous couvert de l'état de droit, sous couvert du juge. On est placé sur écoute sous couvert du juge. D'une certaine manière, si on est placé sur écoute, je vais être très trivial, mais nos communications sur le réseau mobile sont des communications de type numérique. Donc l'intégrité numérique est déjà enfoncée sous le couvert de l'état de droit. La notion de backdoor, pour moi, concernant le terrorisme, le trafic de drogue, la pédophilie, l'escroquerie financière, le blanchiment d'argent, ces backdoors doivent être installés sur les réseaux et être ouverts. De la même manière qu'il y a des backdoors sur le réseau téléphonique, il peut y avoir des backdoors sur le réseau Internet et numérique. Donc pour moi, il n'y a pas de doute à se faire. C'est la contrepartie du monde moderne qui, par ailleurs, nous offre, à tort ou à raison, une productivité, une vision du monde, un accès au monde. C'est la contrepartie. C'est malheureux, mais c'est la contrepartie qu'il faut accepter. Parce qu'autrement, l'asymétrie des moyens va réduire l'État à l'impuissance, et c'est à ce moment-là que le populisme, voire l'illibéralisme très important va apparaître, parce que les populations ne resteront pas sans rien dire. Malheureusement. Alors, je me permets d'intervenir parce qu'il y a un problème conceptuel dans ce que tu dis avec les backdoors et les vulnérabilités. Et je vais simplement te prendre l'exemple d'un cas très réel. En fait, il y a 2 cas réels. Il y en a un en Suisse et puis il y en a un en Angleterre, assez simple. La NHS, je pense que je vais prendre celui de la NHS, il est plus parlant. C'est les services de santé anglais. C'est l'équivalent, je sais pas l'équivalent en France, mais c'est le National Health Service, c'est vraiment eux qui gèrent tous les hôpitaux en Angleterre. Ils ont des systèmes informatiques extrêmement grands et complexes qui gèrent tous les hôpitaux.
Ils ont été attaqués avec un ransomware. Ils ont été attaqués avec un ransomware. Pendant plusieurs jours, leur infrastructure a complètement été figée. Une demande de rançon a été faite. Des gens sont morts. Des gens sont morts. Okay, parce que d'un coup, les salles d'opération ne fonctionnaient plus. Il y avait toute une interconnexion en fait des dossiers de patients et des choses comme ça qui ne se faisaient plus. Et des gens sont morts. Comment est-ce qu'ils ont été attaqués? Et ça, c'est très intéressant. Les hackers ont en fait récupéré des failles de sécurité et la connaissance de backdoor qui avaient leaké de la CIA. Et la CIA aux États-Unis, elle dispose comme ça de quantités de backdoor et de failles de sécurité qu'elle en partie manufacture elle-même et que sinon elle récupère elle récupère. Et la particularité de la CIA, donc en fait, elle a perdu accès à ces backdoors. Et ensuite, les cybercriminels ont transformé ces backdoors-là avec un outil de ransomware en plus et ont attaqué la NHS. Ce qu'il faut savoir, parce que ça va peut-être changer bientôt, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CIA a un accord avec les services anglais dans le cadre des Five Eyes. Ça veut dire qu'ils partagent ces connaissances-là. Ça veut dire que ça faisait des années que les services secrets anglais connaissaient l'ensemble des failles de sécurité qui touchaient notamment la NHS et ne faisaient rien contre cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où une force de police détient une backdoor ou une porte dérobée ou une faille de sécurité qu'elle peut utiliser pour accéder à des systèmes, elle le fait pas seulement contre le criminel qu'elle va attraper, elle le fait contre toute la société constamment. En Suisse, on a eu le même cas avec une faille de sécurité, la police de Zurich qui a acheté une backdoor à la hacking team et elle l'a utilisé une seule fois. Mais quand on a révélé ce que c'était la faille de sécurité, parce que la hacking team a été hackée elle-même, le commerce électronique de tout le pays et en réalité du monde entier a été paralysé pendant plusieurs jours parce que c'était une faille dans un élément flash à l'époque. Donc, on peut pas le débat sur les backdoors éthiques ou les backdoors légales, il est très compliqué parce que techniquement, la quantité de gens qui sont vulnérables est largement supérieure à la personne qu'on va essayer d'après. Et la symétrie, elle est trop forte. Donc, moi, et ça, j'en parle dans mon livre, ce que je préfère, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de la police, des forces de sécurité, c'est pas d'abord en base, c'est pas d'essayer de conserver des vulnérabilités dans le système pour rendre tout le monde vulnérable, peut-être pour attraper un criminel. C'est en réalité de sécuriser le système en colmatant toutes les brèches, et le fait que la population soit moins victime des attaques de cybercriminels, soit moins victime de ransomware, ça sécurise la population. Et après, en partant de là, on a une sécurité qui est bien établie. C'est là qu'on va développer des outils de type d'écoute ou des outils d'attaque qui eux vont cibler vraiment la personne que l'on va chercher. Et c'est pas du tout la même approche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rend vulnérable tout le monde pour attraper quelqu'un. Et ça, c'est pas acceptable. Ouais, je te remercie beaucoup parce que c'est très très clair, Alexis. Je passe tout de suite la parole à la vocation. Et ce sera donc la dernière intervention. Bonsoir la vocation et merci d'avoir patienté. Désolée pour ce temps d'attente. Bonsoir à vous tous, bonsoir à Eric, à toi Fadila, à ma consoeur, également à Alexis, parce que je trouvais que ma consoeur a été très 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 claire. Ce qui est quand même assez rare en la matière, il faut appeler un chat un chat. Je parle de le numérique juridique. Mais je reviens à ce que disait, vous parliez tout à l'heure d'impuissance. Moi, à mon sens, j'étais pas là au début. À mon sens, l'impuissance, elle est duelle, c'est-à-dire que c'est tant du côté du pouvoir que celui de la population. Et puis au milieu naviguent certaines bonnes volontés. Je ne parle pas des délinquants, mais certaines bonnes volontés qui essaient notamment de comprendre cette technique qui est quand même, entre guillemets, qui révolutionne chaque jour davantage notre quotidien, étant précisé, à mon sens, que quand
ça arrange l'État, il nous met du numérique à tout va, au risque non seulement de nous mettre en danger, mais surtout de nous fliquer à mort. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la vision très, comment dire, très, ne la prends pas mal, hein, Eric, pas totalitaire, mais un peu, oui, un peu totalitaire, hein, que tu as, parce que moi, je pense qu'avec, par rapport à ce que disait Alexis, il a tout à fait raison. D'abord, l'État est notamment et normalement obligé, de nous protéger, et deux, la justice de faire son office. Ceci étant, lorsque l'on dit ça, il faut également que les uns comme les autres sachent de quoi ils parlent. Parce que lorsque tu dis, par exemple, que quand on écoute une personne, etc., quand on écoute une personne, c'est une simple manipulation technique. En revanche, laisser ouvert, parce que bon, quand on parle de backdoor, laisser ouvert un site, hein, pour appeler un chat un chat, ou une base de données, etc., parce qu'on a affaire à des gens fainéants ou incompétents, ça me pose un vrai problème, étant précisé que nous avons quand même tous les pays du monde, il y a des services dédiés, hein, des services secrets, la NSA, etc., mais dans tous les pays du monde, il y a des échanges d'informations extrêmement importantes, même entre les pays, entre guillemets, belligérants, lorsque ça les arrange et qu'ils ont un ennemi commun. Donc, ça, par rapport au terrorisme, qui a quand même le grand fléau. Mais bon, les narcotrafiquants, ils existent depuis 200 ans. Et ce que disait Alexis tout à l'heure, et je crois également ma consoeur, c'est qu'il y a de toute façon un déphasage financier. C'est-à-dire quand un groupe, comment dire, un groupement criminel met des centaines de milliards ou des centaines de millions ou d'un milliard de dollars pour trouver une faille de sécurité, il ne demeure pas moins que, et pour mettre en œuvre ou pour, comment dire, pour corrompre, etc., pour payer des hackers ou des informaticiens, il n'en demeure pas moins que, par hypothèse, la technique est toujours un peu en retard. C'est exactement le concept du dopage, c'est qu'on met une petite molécule qui n'est pas encore dans le code de la santé publique, on n'est pas dopé, et puis après, bon, on intègre la molécule. Enfin, ceux qui regardent les trucs de dopage, ils verront, hein, que ça change quasiment toutes les semaines sur certaines molécules, parce qu'il suffit d'ajouter un truc et on n'est plus dans la même molécule. Donc, il y a toujours un temps de retard, et on a bien vu que la simple sanction ne fonctionne pas, et nous sommes vraiment dans une société mondiale, hein, où la connaissance n'a plus aucun sens, où les sachants de toute façon sont mis à l'écart. Il n'y a qu'à voir ce que fait Trump actuellement. Et comme on disait, nos magistrats, moi je ne sais pas ce que pense Caroline, ma consoeur, mais nos magistrats sont je ne vais pas dire incompétents, mais incompétents au sens, ils n'ont pas de connaissances informatiques, et c'est extrêmement compliqué, hormis par exemple la Chambre de la presse en matière de diffamation, etc. Hormis une chambre à Nanterre, il y a très très peu de magistrats qui s'intéressent à alors quand je dis chambre de la presse, c'est vraiment diffamation, injure, c'est tout, hein. Mais ce sont les seuls, parce qu'ils s'y sont mis dès les années 95, à peu près 94. Ils sont allés très très vite. Il y a eu une réaction très rapide qui a été excellente. Mais les autres matières, moi j'ai attaqué une appli. C'est une application qui est en Allemagne, mais c'est à s'arracher les cheveux. Ils ne savaient même pas à quelle chambre la distribuer. Enfin, et ça, c'est pour vous. Pardon, hein, quand je dis à quelle chambre, c'est-à-dire de quelle matière il s'agissait. Voilà, pardon. Parce que c'était du droit civil, du droit de la propriété intellectuelle, la responsabilité, du droit pénal, alors que j'étais au civil. Donc, on est quand même dans un retard en la matière qui laisse perplexe. Et enfin, moi, je suis totalement. Comment dire, mon identité m'appartient-elle? Non, je sais qu'elle ne m'appartient pas, sauf que tout ce qui est extrêmement intime, ben, je le émule pas. Je fais comme font certains informaticiens. Je me suis remise au papier sur certaines choses, comme on le fait notamment d'ailleurs en matière pénale. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et pour la qualité de ce space. Merci. Merci, la vocation. On a Estelle de Marco aussi qui nous disait qu'il faudrait préciser que les backdoors ne permettent pas d'écouter les criminels qui discuteront autrement. En revanche, avec de meilleurs moyens, les enquêteurs peuvent travailler avec les méthodes traditionnelles. Même si ça serait rassurant psychologiquement, ça serait une mesure totalement disproportionnée. Je pense que ça allait dans le sens de ton intervention, Alexis. Tout à fait.
Et voilà. Eh bien, je tiens à vous remercier tous. On n'a pas parlé de l'IA, mais si j'ouvre ce volet-là, on risque de déborder. Or, je veux tenir en fait la promesse de 23 heures. Il est 22h57. Je tiens à remercier chaleureusement Caroline Zorn, maître Caroline Zorn, qui nous a fait le plaisir de rester avec nous malgré une journée ultra chargée sur cette thématique-là. Et puis remercier également Alexis Roussel. Merci à vous deux. Merci. Non, mais en plus, je trouve que c'est bien parce que même s'il y a certains sujets que je voulais aborder qu'on n'a pas pu aborder, on a eu des interventions de qualité. Nikao, Eric Maes, Anthony et la vocation qui ont apporté aussi, je dirais, qui ont contribué à ce débat. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis également sur CorniChat. Je suis désolée, depuis que je fais une boucle avec CorniChat, j'ai l'impression que j'ai un problème sonore. J'espère que ça vous a pas empêché de m'entendre correctement. Non, c'était très bien. Parce que moi j'entends un petit, vous l'entendez peut-être pas, alors tant mieux si vous l'entendez pas. Alors on voit quand même que c'est un sujet. Alors il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées en fait par ce sujet. Et je pense aussi que cette notion d'intégrité numérique, toutes celles et ceux qui sont encore là, j'espère que ça vous a apporté en fait quelques éléments, une ouverture vers autre chose, quoi, d'aller au-delà, on va dire, de cette notion de protection de vie privée, mais de comprendre, on va dire, que l'intégrité numérique, c'est aussi le pouvoir de corriger, de refuser, de retirer, d'anonymiser aussi, de redéfinir aussi son identité, et qu'aujourd'hui, il y a de gros enjeux. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Caroline, puisque tu es encore là avec nous. Oui, je voulais remercier la vocation pour ses propos et confirmer tout ce qui a été dit et sur effectivement la grande difficulté qu'on a quand on passe au niveau judiciaire en contentieux à discuter. Enfin, franchement, on a des décisions qui sont hallucinantes et les clients n'ont pas toujours les moyens de faire appel. Donc voilà. Pardon de terminer sur cette note, mais en tout cas, toutes les interventions ont été vraiment, vraiment riches et autant la fatigue était grande ce soir. Donc j'espère que mes propos étaient pas trop décousus. Très bien, comme Mais d'habitude. c'était vraiment une belle, des beaux échanges. Donc vraiment merci à vous qui avez participé et merci à toi Fadila parce que de nous offrir cet espace en fait pour discuter de choses intelligentes. Voilà, donc un grand merci à toi. Merci. Alexis? Oui, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui sont intervenus. Moi, je pense que c'est aussi, si vous voulez savoir plus un peu sur l'intégrité numérique, vous tapez intégrité numérique sur Google. Il y a quand même pas mal d'informations. Il y a ton livre aussi, que j'ai épinglé. Le livre, voilà. Il y a le livre, il commence à dater un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un décalage entre le livre, qui est vraiment une réflexion sur le thème, et puis après comment ça s'est vraiment décliné en fait en Suisse dans le débat populaire. Et il y a de quoi faire un autre livre sur le sujet en fait. Voilà, donc j'essaye de m'aider. Mais je sais pas si tu avais ouvert sur l'IA, parce que l'IA en fait aussi c'est une manière aussi d'interpréter aussi nos identités. Je trouve pas qu'il y ait fondamentalement que l'IA dans ce domaine-là, c'est un traitement de l'information qui est plus fin et qui a cette particularité d'amener de l'anthropomorphisme, et c'est ça qui est flippant, mais ça existait déjà, et le traitement de données est juste plus fin en fait. Il n'y a pas de révolution par rapport à la manière dont les données sont traitées. Enfin, ça c'est ma vision. Mais en tout cas, je vous recommande la page Wikipédia de l'intégrité numérique, qui est complète. Il y a plein de références, il y a des documents de recherche qui ont été faits, puis suivez un petit peu, regardez le texte qui a été écrit dans la Constitution genevoise, dans la Constitution neuchâteloise. C'est intéressant parce que c'est le droit à l'intégrité numérique, mais aussi le droit à la sécurité dans l'espace numérique, le droit à la vie hors ligne et le droit à l'oubli qui ont été mis ensemble. Et puis la notion de souveraineté numérique de l'État a été aussi intégrée sous l'angle de l'intégrité numérique. Et ça, c'est un autre sujet qui est aussi très intéressant, c'est que voilà, la souveraineté numérique, en fait, ne vient pas pour la protéger l'État, mais pour protéger la population et pas pour protéger l'État. Donc ça a amené une
une perspective un petit peu différente et c'est très intéressant. Et ce droit à l'intégrité numérique, il est utilisé. Justement, là, il y a un nouveau texte de surveillance de masse en Suisse qui défraie la chronique actuellement. Et les cantons ont répondu en disant que c'était une mauvaise idée parce que ça viendrait être une atteinte au droit à la sécurité dans l'espace numérique, qui est un sous-droit de l'intégrité numérique. Donc, il y a vraiment des effets réels dans le débat politique qui sont en train de se faire. Et voilà, je vous recommande de regarder un petit peu ce qui se passe en Suisse. Et puis, j'espère que là, le but, c'est d'amener ça un peu en France. Alors, on a commencé avec merci Caroline d'avoir amené ça à Strasbourg. L'idée, c'est d'amener ça en France tout doucement. Doucement, dans d'autres endroits, là où c'est possible, et aussi d'amener ça en Allemagne, parce que voilà, en Suisse, on est aussi très connecté à l'Allemagne, donc c'est ce travail qui fait là-bas. Sur ce, moi, je vous remercie à tous et je vais vous souhaiter une belle nuit, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.